Bonjour à toutes et à tous. L'ENSISA est heureuse de vous accueillir pour cette conférence sur l'industrie 4.0. Cette conférence est organisée avec Alsace Tech depuis plusieurs années pour nos étudiants de première année afin de leur faire découvrir le concept de l'industrie du futur. Cette année, cette conférence est également ouverte aux autres étudiants des autres écoles du réseau Alsace Tech. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ENSISA, nous sommes une école d'ingénieurs publics qui se trouve sur le campus de Mulhouse. Nous accueillons environ 700 étudiants dans 5 spécialités. Donc en informatique et réseau, en automatique et système embarqué, en textile et fibres, en mécanique et aussi par apprentissage en génie industriel. Nous avons de nombreuses relations avec les industriels, soit par l'alternance, soit par les projets, les stages ou aussi les contrats de professionnalisation. N'hésitez pas à nous contacter. Alors pourquoi cette conférence? Parce que chaque étudiant ingénieur sera concerné quand il arrivera dans le monde du travail dans 1 an, 2 ans, etc. En tant qu'ingénieur, vous avez un vrai rôle à jouer. D'ailleurs, bon nombre d'anciens étudiants participent déjà à cette transformation de l'industrie. Vous pourrez même être concerné dès l'an prochain lors des projets de deuxième année ou en troisième année lors du projet ou lors du stage de fin d'études. Sachez également qu'on peut vous poser des questions sur cette transformation lors d'entretiens d'embauche. À bon entendeur, donc maintenant, je vais laisser la place à Monsieur Fender, qui a accepté de venir vous présenter l'industrie du futur. Monsieur Fender est titulaire d'un master spécialisé en système d'information et management de Grenoble, école de management. Il a travaillé chez Lilly France pendant plus de 30 ans, occupant plusieurs postes, notamment de direction, dont le dernier en tant que directeur système d'information global, en charge des solutions de supply chain, de distribution et de production. S'appuyant sur son expérience dans l'environnement industriel et dans les opérations pharmaceutiques, il assure désormais un rôle de conseil dans le domaine de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique. Avant de lui laisser la parole, je vous propose juste quelques petites règles de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et interrogations sur le chat. Soit j'y répondrai directement, soit je poserai la question oralement à Monsieur Fender. Donc, je vais donner maintenant la main à Monsieur Fender pour qu'il puisse partager son document. Voilà. Attendez voir. Je partage mon écran. Voilà. Ça marche. Euh, Normalement, ça devrait marcher, a priori, je pense, hein. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Merci. Bonjour à tout le monde. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin, et d'avoir l'occasion d'interagir avec les étudiants de l'ENSISA et des autres écoles, pour un sujet qui vraiment me passionne autour de l'industrie. Comme le mentionné, moi j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans l'industrie, et franchement, c'est vraiment un domaine qui m'a toujours passionné, et je vous souhaite vraiment une belle carrière dans ce milieu-là, où tous les jours finalement il faut savoir se réinventer, s'adapter. Et évidemment, l'industrie 4.0, c'est une grande opportunité pour aujourd'hui, hein. C'est pas que l'industrie du futur, c'est déjà l'industrie du présent, et bien sûr celle de demain. Donc, l'objectif de ce matin, c'est avant tout de vous donner un éclairage. Vous êtes en début de votre cursus, donc on ne pourra pas aller en profondeur. Et puis, un sujet sur lequel on pourrait passer plusieurs jours d'ailleurs, et ce que je fais dans d'autres interventions, mais c'est de vous donner un aperçu sur finalement ce qui regroupe, enfin ce qu'on met derrière cette notion d'industrie 4.0, et pour vous donner envie finalement d'aller plus loin, hein. Si à l'issue de cette heure, vous aurez une meilleure compréhension de ce que c'est l'industrie 4.0 et envie d'aller plus loin, on aura atteint l'objectif, hein. C'est vous donner, et bien sûr, ce n'est qu'un début pour vous tout au long de déjà votre cursus universitaire, mais également par la suite, c'est un domaine, il faut toujours apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre, qu'on soit jeune, qu'on soit
plus ancien, et c'est aussi tout l'intérêt d'un emploi plus tard dans votre carrière. Voilà. Donc comme je mentionnais, donc c'est de vous donner cet aperçu. On va parler donc essentiellement de cette notion de transformation digitale dans le monde industriel et finalement des enjeux majeurs que ça représente pour pour les entreprises. Avant ça, je vais vous un peu partager avec vous, je vais vous partager un peu avec vous finalement revenir pourquoi est-ce qu'on parle d'une quatrième révolution industrielle, c'est qu'il y en a eu 3 avant. Et donc on va revenir un peu sur l'histoire de ces révolutions parce que vous verrez qu'il y a un thème un peu commun. Ensuite, on ira plus précisément sur finalement les leviers décisionnels et technologiques de l'usine du futur, l'usine digitale, l'usine connectée. On peut utiliser plusieurs termes autour de cette notion d'industrie 4.0. Mais on verra également des aspects sur les côtés méthode de travail et les nouveaux métiers. Parce que, et vous verrez, je ne cesserai de le répéter, c'est pas un sujet technologique. Hein, c'est pas l'enjeu. Bien sûr, il y a un élément technologique, mais c'est pas l'enjeu majeur. Il est humain, il est organisationnel, et on verra ça dans l'exposé. Et enfin, on fera un petit retour d'expérience sur mon dernier grand programme que j'ai pu diriger, en fin de compte, de la mise en place d'un flux automatisé de logistique avec une emphase plus particulière pour le système d'information. D'ailleurs, de manière plus générale, je m'éteindrai plus sur les aspects système d'information, puisqu'a priori, ce matin, c'est l'audience, en tout cas en partie l'audience principale qui assiste à cette réunion. Voilà. Alors, donc, l'histoire des révolutions industrielles. Alors, un premier élément de contexte, c'est que l'humanité n'a jamais cessé de se réinventer. Hein, si on remonte très très loin, hein, le feu, les mathématiques, l'organisation des systèmes, enfin voilà, il y a toujours eu des paliers, hein, des changements importants, des ruptures importantes, et finalement, par la suite, ça s'est fait par ces révolutions industrielles. On est dans un contexte aussi avec, bien sûr, des enjeux mondiaux majeurs liés à la population, à l'urbanisation de la société, la globalisation de l'économie, avec des enjeux démographiques, socio-économiques et environnementaux. Et on sait aussi que depuis la première révolution industrielle, finalement, les changements se sont accélérés. Et ça a transformé en profondeur les sociétés et parfois aussi l'équilibre entre les nations. Donc, le dernier élément aussi qu'on peut mentionner, bien évidemment, la crise de la Covid-19 a mis en lumière, s'il le fallait, les fragilités de nos économies, notre interdépendance et nos chaînes d'approvisionnement. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, on voit bien que tout ça est un peu déréglé. Hein, il y a des matières premières qui ne sont pas là. Encore hier, j'étais avec un étudiant qui est en alternance et qui travaille pour un équipementier d'automobile. Il me disait, les chaînes sont parties très loin de chez vous. Hein, arrêtées parce qu'il manque les composants électroniques. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une grande interdépendance et tout ça questionne finalement la stratégie industrielle de l'Europe en général, la France en particulier. Il faut quand même savoir que la France, entre le début des années 80 et aujourd'hui, a perdu la moitié de ses emplois industriels. En 82, la France avait 5,4 millions d'emplois industriels. Aujourd'hui, on en a environ 2,7. Donc, c'est colossal. Un des pays qui en ont le plus délocalisé, à comparer par exemple de l'Allemagne ou de l'Italie même. Donc on a, pour moi, l'industrie 4.0, c'est une opportunité de redévelopper l'industrie dans notre pays en l'automatisant en partie, mais néanmoins de rapatrier des activités chez nous. Voilà. Donc, la première révolution industrielle, finalement, elle était à la fin du XVIIIe siècle, et c'était d'amener la mobilité de la source d'énergie. Hein. Donc, c'est l'introduction des machines à vapeur et toute l'énergie qui allait avec. Et finalement, la grande nouveauté, ça a été qu'on a, à partir de ce moment-là, on a pu finalement amener une source d'énergie à l'endroit dont on avait besoin. Alors qu'auparavant, il fallait aller proche d'une rivière ou le vent ou autre, on n'avait pas cette source d'énergie. Et donc là, on a pu avoir une forme de mobilité, d'ailleurs, y compris même dans les au niveau agricole, dans les usines, bien entendu, mais aussi dans les transports, hein, puisque ça a été l'essor des chemins de fer et des transports maritimes. Donc cette première révolution, elle a permis toute forme de mécanisation. Elle s'est traduite finalement par la production de masse et la transformation de l'acier et la construction de bâtiments et de machines complexes. Alors les bâtiments, ce qui est un peu très évocateur en France, en tout cas, c'est la Tour Eiffel, hein, mais c'est également tous les ponts. Enfin, et aux États-Unis, c'est les premiers gratte-ciel. Donc on a pu, grâce à l'acier, commencer à faire des constructions qu'on ne savait pas faire avant. Ça a contribué donc à la création d'usines, et donc le monde agricole qui est devenu un monde plus industriel, et donc par ce biais-là aussi l'extension des villes, des syndicats. Donc on voit bien il y a une dimension
sociétale qui est apparue avec ça, mais également des nouveaux acteurs économiques. Les pays, des pays industriels ont pris de l'ampleur par rapport à d'autres pays. Le développement des banques, le transport et, in fine, donc aussi, tout bien entendu, l'éducation et la formation à ces nouveaux métiers. Donc on voit les enjeux, et comme dit, je le répéterai, vous verrez, il y a vraiment un fil conducteur. C'est toujours autour des technologies, de l'organisationnel et des humains. La deuxième révolution industrielle, c'est finalement l'introduction des machines électriques et des moteurs à combustion. Et ça a d'abord démarré aux États-Unis, puis ça s'est étendu dans les autres pays industriels. Et si vous voulez, là, l'outil industriel a gagné en autonomie et en flexibilité. Là où avant, il y avait des énormes arbres de transmission et autres, on a pu commencer à mettre en œuvre, décentraliser finalement les moteurs, mettre l'énergie plus proche de là où on en a besoin, avoir une forme d'autonomie, une forme de décentralisation chez l'outil industriel. Ça a aussi conduit à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail, avec les tâches répétitives, donc en l'occurrence le taylorisme, mais grâce aussi en partie avec l'apparition de convoyeurs. On avait des postes de travail et d'un poste de travail à un autre poste de travail avec des convoyeurs, et donc ce qui a conduit à cette décomposition des tâches élémentaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'accès à cette nouvelle énergie, elle s'est démocratisée progressivement, avec tout simplement l'arrivée de l'électricité dans nos villages, et en Alsace, enfin partout, et également l'émergence de la téléphonie et des communications longue distance. Donc on a pu se parler à distance, même à travers les océans, ce qui était quand même un sacré saut technologique. Et enfin, les modes de transport, on a mis en œuvre des modes de transport collectifs, puis individuels, pour permettre la mobilité dans un premier temps du travail, mais également des loisirs. Avec là-dessus, il y a eu des évolutions, notamment en France, au niveau sociétal, avec, en 36, les congés payés, tout ça, vous voyez. Donc il y a eu finalement une technologie, il y a eu ces applications qui progressivement ont vraiment changé la société. Et c'est pour ça qu'on parle d'une révolution. La troisième révolution industrielle, elle est plus récente, elle date des années 70, elle a plutôt démarré initialement au Japon, et c'est finalement l'arrivée des composants électroniques, et donc finalement les premiers calculateurs. Et à la différence des premières qui étaient plutôt finalement liées à la mécanisation de processus manuels, celle-ci, c'est donc finalement le début de l'ère du numérique d'une certaine manière. Donc ces calculateurs et transmetteurs, puisqu'on a aussi la transmission, ont permis au niveau des outils industriels de la mise en place de machines à commande numérique, et puis des automates programmables, des PLC. Ça a permis également la conquête spatiale, avec notamment dans les années 60 le programme Apollo, également militaire, et ultérieurement donc l'informatique, qui au début était une informatique plutôt très centralisée, des très grands calculateurs, et progressivement, un peu plus tard, dans le début des années 80, ce qu'on appelait l'informatique départementale, qui a permis d'ailleurs donc le déploiement progressivement de l'outil informatique dans les entreprises, et plus tard encore les microprocesseurs, mais quand je dis plus tard, enfin les années 80, le milieu des années 80, parce que ça je l'ai vu dans ma carrière, l'émergence des premiers PC. D'accord? Donc, grâce à ces technologies-là, on a pu commencer à automatiser les tâches répétitives et donc aussi réduire les coûts du travail. Là, en l'occurrence, notamment avec la robotisation, et je dirais un des secteurs qui illustre le plus, et souvent en tout cas à cette époque, c'était les robots de mouvement et autres, notamment dans l'industrie automobile et autres. Mais ça s'est donc développé. Mais également l'apparition de nouveaux métiers, dont des métiers pour lesquels vous êtes en train de développer vos compétences autour de l'informatique, des systèmes d'information, de l'automatisation et autres. C'est dans ces années-là que les métiers ont commencé à apparaître. Et donc, enfin, la quatrième révolution industrielle, c'est celle donc, que nous vivons, et qui va donc amener, qui finalement, le point clé, c'est que ça permet une personnalisation de masse de la production. On fait la production de masse, mais elle est personnalisée. C'est pour un client en tant que tel. Et donc, c'est vraiment l'ère du digital et de la connectivité. Et c'est également donc l'interaction des technologies d'information, donc on parle de l'IT en anglais, Information Technology, et des technologies des opérations, OT, qui sont finalement, et on verra un peu plus loin sur un diagramme, qui sont finalement les équipements automatisés, des instruments autres,
qui composent les robots, bah, tout ça, c'est la partie OT, Operations Technology, qui interagit avec la partie IT des systèmes d'information. Et c'est ça, je dirais, ce qui caractérise la quatrième révolution industrielle. Et là encore, ça implique des transformations profondes dans nos modes de vie et de travail. On est dans un environnement où il y a des objets communicants, capables de piloter des opérations, des véhicules autonomes, des robots, des drones, des cités intelligentes. Voilà. C'est aussi des algorithmes prédéfinis par l'homme, mais qui sont activés hors de son contrôle. Là, concrètement, les véhicules autonomes et autres, ils sont autonomes parce qu'on y a mis de l'intelligence. Donc, on a prédéfini un certain nombre de choses, mais après, elles sont mises en œuvre de manière autonome par l'équipement. Bien sûr, ce qui caractérise aussi, c'est le stockage et le traitement de masse de données, avec notamment le cloud et le big data. Donc, ça, on va en parler un peu. Je dirais pratiquement de manière illimitée d'un point de vue technologique. Après, il y a des conséquences, on va dire aussi environnementales et autres, qui sont aussi comme un élément à considérer. Il faut quand même savoir que les technologies de l'information et de la communication au niveau planétaire représentent environ 15% de la consommation électrique, de la consommation d'énergie, pardon, 15%. Donc on a tous nos smartphones, nos outils, c'est super, mais on est tous consommateurs d'une manière ou d'une autre de ça, quoi. Et que même quand on est digital et qu'on effectivement on va dématérialiser un certain nombre de flux, il y a quand même une empreinte carbone liée à l'utilisation digitale. Donc il y a quand même un élément auquel il faut réfléchir. Alors ça permet également donc une gestion intégrée des processus de production et de distribution tout au long de la chaîne de valeur, et notamment dans cette notion d'entreprise étendue, et j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et enfin, l'humain et le rôle de l'humain, de la personne, change au sein des entreprises. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, grâce à cette technologie-là, c'est finalement c'est le terme get the robot out of the human, c'est-à-dire aujourd'hui, on utilise encore parfois des opérateurs, des personnes, pour faire des tâches répétitives de mouvements et autres qui génèrent à un moment donné potentiellement des problèmes d'ergonomie et autres. Et finalement, ces tâches-là, on peut s'en affranchir pour utiliser l'opérateur pour ses compétences, pour d'autres éléments que effectivement faire ces éléments. Et l'étude de cas parlera de l'automatisation du flux logistique. Ça sera une bonne illustration de ce point de vue-là. Donc en résumé, sur ce premier chapitre, ce qu'il faut donc retenir, c'est que un peu les repères clés, c'est que on a eu donc 4 révolutions industrielles qui se sont enchaînées et qui ont conduit donc à celle que nous vivons actuellement, et qu'à chaque fois, ça a été une révolution parce qu'il y a eu des enjeux en termes de technologie et en termes industriels, en termes d'organisation et de société, et en termes d'humain et aussi d'un point de vue personnel. Voilà pour ce premier chapitre qui visait avant tout à planter, on va dire, le décor. André, est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou c'est bon? Pas de questions à ce stade, mais n'hésitez pas à en poser sur le chat. Je les transmettrai à M. Fender. Je ferai à chaque fois une pause pour un peu m'assurer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. OK. Donc maintenant qu'on a planté le décor, on va rentrer un peu plus précisément dans cette notion de l'industrie, de l'usine digitale et les leviers décisionnels et technologiques. Alors, quand on parle d'enjeux, et là on parle d'industrie 4.0 ou web 2.0, parce que finalement ça se rejoint. C'est l'entreprise connectée, avec l'implication industrielle qu'elle suppose. Alors je dirais la première caractérisation de tout ça, c'est finalement la vitesse et la fréquence du changement. Pourquoi c'est une révolution? C'est que finalement les choses vont très très vite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous parlais tout à l'heure du téléphone, il a fallu 75 ans pour que le téléphone se démocratise. Et moi-même, qui suis plus tout à fait jeune, mais pas encore si vieux que ça quand même, mais je me souviens très bien, notre téléphone, dans les années, il y a un plan téléphone en France dans les années, les années Giscard, les années 70, milieu des années 70. Où à l'époque, il fallait avoir plus de 3 mois pour avoir enfin son téléphone analogique avec tourné et qui souvent se retrouvait dans une pièce centrale où il faisait froid. Donc, je vous assure, on passait pas des heures au téléphone. Donc ça a mis 75 ans à se démocratiser. La télé, 13 ans. Internet, 4 ans, Twitter, 9 mois, et ainsi de suite. Pokémon Go, d'autres jeux, 19 jours. Vous voyez, donc, tout d'un coup, il y a une nouvelle technologie qui apparaît, et ce qui est en train de changer, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite pour que cette technologie, finalement, touche, et vous aurez des données clés tout à l'heure, touche 1 million de personnes. Le deuxième élément qui caractérise le fait que c'est une révolution, il y a des nouveaux acteurs économiques.
hein, bien sûr, on parle beaucoup de Tesla, Uber, Blablacar en France. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a des acteurs qui émergent, et non seulement ils émergent, mais ils s'imposent. C'est-à-dire, ils amènent une rupture, la disruption en anglais, c'est qu'ils changent les règles du jeu, et en changeant les règles du jeu, bah, parce qu'ils répondent, enfin, soit ils créent, soit ils répondent à un besoin, une attente du client, ils arrivent à s'imposer. Et donc, ça, enfin, c'est un bouleversement profond pour les acteurs existants. Ça force les acteurs existants à changer et finalement, l'importance, c'est pour vous l'importance dans vos métiers futurs, c'est d'anticiper, de comprendre vers où va l'industrie pour dire comment, c'est-à-dire si on ne bouge pas, au bout d'un moment, même si à un instant T, on est dans la course, si à bout d'un moment on ne se remet pas en question, progressivement, on va se retrouver à l'arrière du peloton et à bout d'un moment on se décroche. Voilà. Et enfin, le troisième élément, c'est aussi la profondeur des entreprises. Ça touche grande et petite. C'est-à-dire que ça touche tous les domaines. Et là encore, on est passé quand je démarrais mon activité professionnelle, ben, il y avait des téléx, quoi. Ça paraît vraiment d'un autre temps, mais pourtant, voilà, il y a un peu plus de 30 ans. Et quand on a été télécopieurs, c'était fascinant, voilà, messagerie, web, portable, enfin, tout ça, et aller très, très vite. Deuxième élément à considérer, c'est l'envergure, hein. C'est l'ampleur de ces changements. C'est que finalement, ces produits personnalisés et connectés, bah, ça touche tous les domaines. Et là, on prend les domaines personnels, je veux dire la voiture. La voiture, c'est un très bon exemple de comment le produit a évolué. Dans les années 80, pour vous donner une idée, le deuxième rétroviseur d'une voiture, quand il y en a un deuxième rétroviseur, c'était en option. Il n'y avait pas d'autoradio. Donc, vous voyez bien, la voiture, elle était comme ça. Bon, il y avait quand même déjà plusieurs couleurs, à la différence d'Henry Ford, qui en faisait une qui était noire. Mais néanmoins, ça s'arrêtait là. Et maintenant, on voit une voiture, on la configure depuis son smartphone à la maison et on dit c'est là que je veux, quoi, avec ces différentes variantes. La maison, c'est pareil, on met de plus en plus d'objets connectés dans la maison, la cuisine, enfin bon. Donc, tout ça, ça évolue beaucoup. Et bien entendu, et cette crise du Covid a été un accélérateur. Et là, je me positionne pas sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. On est bien d'accord. J'amène sur le côté la possibilité qu'on a, finalement, le commerce en ligne, la livraison en domicile, la production à la demande, le suivi en temps réel. Aujourd'hui, effectivement, l'organisation des entreprises, les technologies permettent de le faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est un autre sujet qui est plutôt philosophique. Enfin, l'impact. C'est tous les domaines. Et là encore, vous voyez, il y a un peu plus avant et ça c'est peut-être le bon côté d'une crise. Enfin, on sait bien qu'après une crise, il y a souvent des bouleversements. Enfin, ça permet aussi d'avancer. La télémédecine, c'était inenvisageable. On dit non, c'est pas possible. Et une fois plus, ou même d'ailleurs le téléenseignement, on est bien d'accord. Et pour en avoir fait beaucoup de courses depuis un an, c'est pas je veux dire, c'est pas mon choix premier. Je préférais être face à vous dans un amphi ce matin. Très franchement dit, vraiment, ça me ferait plus plaisir. Mais en attendant, ben, on peut le faire. On a quand même pu faire beaucoup de choses grâce à ça. Donc c'est quand même complémentaire. Et on trouvera certainement un équilibre à l'issue de cette crise entre ce qu'on fait en présentiel et ce qu'on fait en complémentaire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, j'ai passé beaucoup d'heures en réunion, parfois où la moitié des personnes n'écoutaient d'une oreille, l'autre faisait ses emails et autres, et tout ça pour dérouler des PowerPoint. Franchement dit, faire des déplacements pour ça, on peut se questionner. Donc vous voyez, ça re-questionne certainement aussi, quand on est ensemble, c'est quoi la valeur ajoutée d'être ensemble dans une salle de réunion, une salle de travail. Et ça, c'est peut-être le côté intéressant versus de dire, si c'est pour suivre ma messagerie, je peux le faire à la maison. Voilà. Donc ça a une incidence l'aménagement des villes, des territoires et autres. Donc là encore, vous aurez quelques chiffres clés qui est un peu le plus détaillé par rapport au temps nécessaire pour toucher 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Ensuite, l'autre élément, donc on a parlé de levier décisionnel. Le point qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois de plus, la technologie n'est pas la finalité, c'est un moyen. Et donc, il faut être clair sur la finalité. J'utilise souvent l'exemple, votre GPS ne va pas vous donner la destination. La destination, c'est vous qui la décidez. Je veux aller tel endroit, pour telle raison. C'est vous. Après, le GPS va vous dire quel est le meilleur moyen pour y arriver en fonction des critères que vous lui fixez. Mais si vous ne savez pas quelle est votre destination, où c'est que vous voulez aller, ce n'est pas le GPS qui va vous le dire. Donc, ce qui est très important dans les entreprises, et je l'expliquerai plus tard, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une vision. Il faut quand même savoir, il faut fixer un cap. Si on ne comprend pas les enjeux, et le cap, il est une fois plus pas technologique, il est, voilà, dans mon industrie, dans mon contexte, voilà les enjeux que j'ai, et finalement, par rapport à ces enjeux, voilà les choix que je peux faire. Et donc, le premier choix,
à faire au niveau d'un comité de direction autre, ou d'une entreprise, d'un patron d'une PME, hein, parce que ça c'est l'autre élément. Ce dont je vous parle ce matin n'est pas réservé aux grandes entreprises du CAC 40 ou du Nasdaq. Le responsable, le patron d'une PME peut faire des choix par rapport au niveau d'automatisation d'une ligne, par rapport voilà, d'une ligne qui est importante pour lui, et ainsi de suite. Donc le premier choix à faire, c'est quel est le niveau d'automatisation que je dois avoir ou pas. Et c'est un choix. Je dis, est-ce que finalement, pour conduire cette opération, ce poste de travail, je vais rester en manuel ou alors, quand je dis un choix, c'est-à-dire quand on met en place une nouvelle chose, ensuite, quand on a une ligne existante, et on verra tout à l'heure, on peut quand même amener des informations complémentaires. Mais en tout cas, si j'ai l'opportunité d'investir, et d'ailleurs, c'est un des grands malheurs de la France, c'est qu'à un moment donné, notre outil industriel a vieilli parce qu'on n'avait pas la capacité de réinvestissement euh, globalement, et donc de modernisation de notre outil industriel, ce qui fait qu'on était dépendant d'opérations manuelles qui elles-mêmes étaient plus coûteuses et qu'on était moins évolutif. Et donc voilà, on a contribué à notre problème, vous voyez, par rapport à un pays comme l'Allemagne, qui a beaucoup plus robotisé à un moment donné, et malgré tout, qui a beaucoup plus d'emplois industriels. Donc là aussi, un peu un cliché en disant, si on automatise, ça va à l'encontre des emplois. Bah, l'autre côté du Rhin, c'est pas tout à fait, enfin, c'est un contre-exemple, vous voyez. Donc le premier choix, quel est le niveau d'automatisation? Le deuxième choix à faire, c'est qu'une fois que j'ai décidé mon niveau d'automatisation, comment je gère l'interface entre l'homme et la machine? C'est-à-dire, si je suis complètement manuel, ben, l'interface, il est vite vu, hein, c'est l'humain qui fait tout. Donc, voilà, on est d'accord. Si maintenant mon interface, j'ai automatisé une machine, ou une nouvelle machine arrive, elle est très automatisée, à quel moment je demande à l'opérateur d'intervenir? Et pour faire quoi? Et comment je vais le former? Qu'est-ce que je vais attendre de l'opérateur? Donc, vous voyez, là, on n'a même pas encore parlé technologie. Donc, c'est un point important d'organisation du travail, de dire finalement, c'est quoi la position de mon opérateur, mes opérateurs, mes opérationnels? Est-ce que les personnes ont les compétences nécessaires? Comment je vais les former pour utiliser ces technologies? C'est très important de réfléchir à ça. Et enfin, le troisième élément, c'est de dire si effectivement j'ai l'opportunité, ça a du sens pour moi, c'est pertinent d'automatiser et que je vais vraiment plus m'appuyer sur les systèmes pour conduire de manière automatique des opérations. Une fois plus l'étude de cas parlera d'un flux logistique complètement automatisé. À ce moment-là, je vais avoir plein de données que j'avais pas avant. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une représentation virtuelle de mon environnement physique. C'est-à-dire j'aurai une image virtuelle et donc là, on pourra effectivement commencer à parler de modèles virtuels de mon environnement physique. Et bien sûr, tout ça est fonction de l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que je suis dans la production continue, discrète, batch? Voilà. J'ai un environnement et aussi mes capacités économiques, hein, la part d'innovation, de sous-traitance, des choix de sous-traitance et autres. D'accord. Donc c'est un choix d'entreprise. Et bien sûr, ce choix après se traduit, comme on a vu tout à l'heure, on va s'appuyer sur des technologies qu'on va décliner par la suite, et aussi se traduit par des impacts sur ma relation avec mes clients, des impacts sociétals et autres. Hein. Donc, donc, donc le point à retenir, c'est que la technologie n'est qu'un moyen et elle répond. Alors, je le dis souvent aussi, c'est pas parce que c'est possible que c'est pertinent. On verra. L'important dans vos métiers, c'est de comprendre ce qui est possible. D'accord? Mais peut-être que c'est pas pertinent à un moment donné, sur cette ligne, dans ce contexte-là, où ça l'est. Et donc, c'est là qu'il y a l'intelligence humaine qui est de faire ce lien entre, OK, j'ai mieux compris maintenant à quoi pourraient me servir des robots, des cobots ou autre chose. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Ou des AGV, j'en parlais tout à l'heure. Si dans mon usine, j'ai relativement peu de flux logistique, parce que c'est une production continue ou autre, ça ne sert à rien d'introduire des AGV puisque c'est pas mon problème. D'accord? Donc, la pertinence est très importante. Donc justement, on parlait de leviers technologiques, donc on va un peu les voir et je vais en détailler certains en particulier. Donc là, j'ai repris un modèle du Boston Consulting Group. Il y a plusieurs façons de représenter ces leviers. Peut-être que vous les avez déjà vus, autour de 9 piliers. Donc, que sont d'une part donc les robots autonomes, la simulation, l'intégration des systèmes, l'Internet des objets, la cybersécurité, le cloud, l'impression 3D, la réalité augmentée et virtuelle, et le big data et l'analytique. Donc c'est voilà, BCG la représente de cette manière-là, et vous verrez dans la littérature, ça tourne autour de ces leviers-là, et certains sont un peu plus déclinés en fonction des modèles. Donc le premier levier que j'aimerais et sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement avec vous, parce que donc ce matin, a priori, c'est une audience plutôt système d'information, automatisation, c'est l'intégration des systèmes d'information. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais être clair, ça c'est pas lié à c'est pas 4.0, hein.
on va dire, dans les années 2000, à partir du milieu des années 2000, en tout cas dans l'industrie dans laquelle je travaillais, c'est ça qu'on a fait. On a mis en œuvre l'intégration des systèmes. Il y a un concept qui s'appelait le CIM, Computerized Integrated Manufacturing. Donc, si vous tapez là encore sur Google, vous verrez, il y a un modèle. Donc l'objectif, c'était effectivement d'intégrer, de faire l'intégration verticale et horizontale, et j'en parlerai des systèmes d'information, et de faire cette usine connectée. Et donc, on s'appuie pour ça sur un modèle qui est un modèle hiérarchique et qui est standardisé d'ailleurs aussi. C'est un standard de l'ISA, qui est le standard S95. Donc, si vous tapez ISA S95, vous aurez ce standard. Et finalement, qui décompose les systèmes d'information sous forme d'une pyramide avec la partie haute qui sont les systèmes de gestion de l'entreprise, les ERP en anglais pour faire simple, mais c'est vraiment au niveau de la gestion des ressources de l'entreprise. Que ce soit des ressources financières, des ressources en matière, en personnes, en équipement, en maintenance, en qualité. Donc, c'est les ERP d'une manière schématique. Et là, on est dans un horizon de planification qui sont les heures, les jours, les mois, voire l'année, puisque c'est là qu'on va prévoir, on va partir de notre plan annuel, qu'on va décliner en plan industriel et commercial, SNOP, qu'on va lui-même décliner en plan de production et qui va après deviendra vraiment le plan de production détaillé. Donc là, on est dans la gestion des ressources, on gère les fournisseurs, on gère les clients, on gère les inventaires, enfin voilà. Donc c'est le niveau le plus haut dans l'entreprise et on parle donc au niveau S95 du modèle, c'est le niveau 4. On descend d'un cran et on va être au niveau de l'usine. Et là, je dirais le pilier principal, c'est pas le seul, mais on va dire c'est le MES, Manufacturing Execution System. C'est à ce niveau-là qu'on va gérer la production. Qu'on va gérer si on est dans une industrie par l'eau, on va gérer la traçabilité des lots, le contrôle qualité et autres. C'est là qu'il y a les instructions de production. C'est-à-dire, c'est là qu'on passe de l'ordre de fabrication à, voilà, maintenant il faudra fabriquer 600 pièces selon ces spécifications, avec telle nomenclature, avec telle gamme de production. On rentre et voilà ce qui va se passer sur la ligne. Et donc, on a le MES. Ensuite, et c'est le niveau 3 du modèle S95, et on descend d'un cran, et on va se retrouver au niveau des systèmes de pilotage et de supervision de vos lignes. Donc souvent, on va voir, et se parle de HMI, interface homme-machine, donc IHM en français, on va avoir donc cette intégration, ce pilotage de la ligne. C'est le niveau 2. Et ce qui se passe quand on n'est pas intégré, ce qui se passe souvent, c'est que vous allez avoir l'opérateur, il aura un écran, il va d'une part chercher des instructions peut-être au niveau du système de niveau 4, ensuite il va taper des instructions du système niveau 3, et ensuite il va mettre en place les paramètres pour le lot qu'il va lancer au niveau 2, parce que c'est ça qui va piloter l'équipement. Donc il va faire, c'est l'opérateur qui le fait, avec les risques d'erreur et ainsi de suite. Donc on a tous connu ça. Quand on est intégré, et dans des programmes qu'on a conduits visés à ça, on ne ressaisit pas de données. Dans les sites pour lesquels on travaillait, l'opérateur ne voyait jamais SAP, pour être clair. L'opérateur pilotait sa ligne à partir du MES et du SCADA. Le niveau 4, c'est voilà. Il était focalisé sur son outil à lui. Et ensuite, on descend. Et donc, cette partie haute, c'est ça ce qu'on appelle l'IT, pour schématiser. Et ensuite, dans la partie, entre guillemets, plus basse, c'est pas le haut-rhin-barin, c'est la même chose, c'est deux niveaux. Il y a la partie équipement, donc la partie OT, Operations Technology, où vous allez retrouver effectivement le niveau automate, le niveau contrôleur, tout ce qui est le poste et pupitre de conduite. Donc là, on est aussi au niveau, on rentre dans les millisecondes, on va voir le proche du temps réel. D'accord. Et ensuite, bien sûr, tout en bas, on va retrouver les capteurs, les actionneurs, les instruments et ainsi de suite. Donc là, on est au niveau d'équipement. Et donc, quand on parle d'outils, on parle de cette partie-là. Et donc, l'opportunité d'intégrer tout ça, c'est qu'effectivement, ça permet réellement un pilotage en temps réel et une meilleure réactivité dans la prise de décision. On a aussi des solutions beaucoup plus robustes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas people dependent. On revient à cette discussion tout à l'heure. Qu'est-ce que l'opérateur, je ne vais pas lui demander de saisir, de reprendre des données du système A pour le mettre dans le système B, avec tous les risques que ça comporte. Parce que n'oubliez pas, le monde industriel, on tourne souvent plusieurs équipes, moi j'étais sur des sites sur lesquels on tournait 24/7 toute l'année, sauf pendant l'été l'arrêt prod, l'arrêt technique, et pendant l'hiver l'arrêt prod. Le reste du temps, ça tournait. Donc jour, nuit, samedi, dimanche et autres, et on est forcément, tout le monde fait des erreurs, et donc l'important, quand on intègre ça, c'est qu'on enlève ça, c'est plus robuste. Parce qu'une fois que ça a été défini,
ça va s'exécuter toujours de la même manière. Il n'y a pas de variabilité liée à la dimension humaine. Mais aussi, quand il y a une erreur, on peut mieux la détecter, on peut la remonter. Donc, il y a une surveillance proactive des événements. Et bien sûr, d'un point de vue, alors certains d'entre vous seraient peut-être dans les filières d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle. Là, on a des données réelles. C'est pas ce qu'on observe de l'extérieur de la ligne qui dit tiens, elle s'est arrêtée là, on pense que c'est pour ça. Puisqu'on a intégré ces systèmes, on aura les données qui remontent depuis le capteur actionneur, au PLC, à l'historisateur de données, pour dire voilà ce qui s'est réellement passé. Et, et, et même si l'équipement ou le poste 3 s'est arrêté, en fait, la cause, elle vient 2% en amont parce que c'est là qu'il y avait un problème. Et donc, on peut vraiment travailler à la route cause, hein, à la cause première. D'accord. Donc, on est tout à fait dans un autre référentiel d'un point de vue amélioration qualité. Maintenant, l'enjeu, et vous certains d'entre vous qui serez certainement dans les systèmes d'information autres, l'énorme enjeu des systèmes d'information, c'est la maintenabilité de l'architecture. C'est extrêmement important. Si on ne réfléchit pas à ça et qu'on construit tout ça avec une forme d'usine à gaz, hein, on est souvent le terme, on va pas maintenir. Ça va être très compliqué. Or, si votre usine est hautement automatisée, qu'elle tourne, et c'est ce qu'il faut souhaiter, que vous avez beaucoup de cartes de commandes et qu'elle tourne jour et nuit, hein, la maintenabilité est très complexe. Donc, il faut vraiment y avoir réfléchi. Et ce qu'il faut également comprendre, pour l'avoir vécu, c'est un domaine de l'industrie pharma, la traçabilité est très importante. La dernière chose qu'on arrête quand on arrête un site de production, hein, en arrêt technique en été, la dernière chose qu'on arrête, c'est la partie IT. Pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment, on veut avoir la traçabilité de ce qui se passe. Donc, c'est la dernière chose qu'on arrête. La première chose qu'on redémarre, c'est la partie IT. Parce que quand vous arrêtez un outil de production, vous allez refaire la requalification, des calibrations autres. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre système d'information. Tout ça, ça veut dire que la plage de maintenance qui vous reste à vous, et je vous assure, c'était vraiment, on a mis beaucoup d'années pour vraiment arriver à gérer ça, elle est très restreinte. Et si jamais vous plantez, ce qui nous est arrivé 1 ou 2 années, vous décalez la reprise de production. Et là, je vous assure, ça fait mal. D'accord. Or, la grosse contrainte, c'est quoi? Vous le savez très bien. Les systèmes IT, il faut faire du patching, il faut faire des correctifs. Donc vous avez un dilemme très fort entre, d'un côté, il faudrait que je fasse tout le temps évoluer mon système, d'un autre côté, j'ai pas accès à mon système. Je ne peux pas arrêter la production tous les 5 minutes. Et donc, il faut vraiment réfléchir à l'architecture de cette maison pour dire, si un jour j'ai besoin d'attaquer le 3e étage, il n'y a pas toute la tour qui s'effondre, vous voyez. Et donc, il faut y réfléchir. Donc ça, c'est un point très important. Et l'autre point extrêmement important, c'est que si vous appuyez sur l'intégration des systèmes pour ce flux de données, il faut qu'il y ait une intégrité de données. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un risque que ces données qui aient une certaine valeur en haut, en descendant, il y a un problème d'interface, de peu importe, de format, ce qui fait que quand elle arrive au niveau de mon automate, ce n'est pas tout à fait la même donnée, une date, une valeur, une consigne, vous voyez, parce que là, vous allez potentiellement avoir des conséquences qualité assez importantes. Donc ça, c'est vraiment les 2 éléments très importants. Ensuite, là-dessus, viennent donc la partie, donc là-dessus, c'est greffé la partie Internet des objets, qui aujourd'hui permet finalement de rajouter des objets intelligents sur des équipements existants. Hein, et ça vous permet de récupérer des données là où auparavant vous n'aviez pas votre ligne. Le cloud. Donc le cloud, c'est tout simplement la possibilité de dématérialiser, c'est-à-dire au lieu d'héberger votre système d'information dans vos infrastructures à vous, vous pouvez vous appuyer sur des hébergeurs externes, ce qui ne vous affranchit pas quand même de réfléchir à la continuité des opérations, la sécurisation des données. Hein. Le récent exemple de OVH est un bon exemple, hein, de dire attention, sachant que c'est pas pour autant que c'est pas fiable, mais il faut en tout cas toujours se poser la question de la continuité de vos opérations. Et également, bien sûr, la partie big data. Donc, c'est la capacité finalement de stockage de masse de tous ces éléments-là, de toutes vos données qui seront maintenant disponibles pour vous permettre donc de faire de la simulation et entre autres donc de l'analyse de ce qui s'est passé pour de l'optimisation. Hein, donc c'est vraiment toute cette partie ici. Donc, c'est la partie que je voulais décrire avec vous. Vous aurez ce PDF, mais c'est les éléments majeurs au niveau du système d'information qui vont vous permettre vraiment d'être en support à l'amélioration continue et à l'innovation de votre entreprise. Okay. Les autres leviers que je ne vais pas décliner là parce que j'aimerais encore vous faire un peu une étude de cas, c'est les leviers, on va dire, plus physiques. Enfin, c'est la réalité augmentée qui est finalement un élément plus de représentation, aussi que ce soit virtuel
ou augmentée, on va les superposer finalement des données virtuelles à un environnement physique. Donc, ainsi que la partie donc des robots, des cobots, des exosquelettes. Donc ça, c'est plutôt ce qui touche plutôt à l'organisation du travail, à quel moment j'automatise, comment je peux effectivement enlever la pénibilité de mes ports de charge et ainsi de suite. Hein, donc c'est très important au niveau des postes de manutention autres, d'enlever tous ces éléments-là. Parce que n'oubliez jamais que d'abord, il n'y a pas d'âge pour se faire mal, mais avec l'âge qui passe, quand on travaille en équipe et qu'on a 50 ans, c'est plus les mêmes conséquences que 25 ans. Et donc, il faut réfléchir à cette pose de travail. Si on veut garder des personnes compétentes, motivées dans ces métiers-là et pas usées, ben, il faut que le poste de travail soit réfléchi pour qu'il soit ergonomique. Pardon. Et enfin, tout ce qui est impression 3D, avec là aussi une sacrée révolution. Alors, il y a deux illustrations. On sait bien que l'aéronautique a vraiment pu faire beaucoup de progrès grâce à l'utilisation de matériaux composites, mais également l'impression 3D, mais également l'automobile et autres va de plus en plus là-dedans. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire des pièces que vous n'arrivez pas à faire en usinage. Et en plus, c'est des matériaux plus légers. Voilà un peu pour les leviers. Rien que cette partie-là, on pourrait y passer la matinée, mais c'était juste pour vous donner un peu un éclairage sur ces différentes technologies-là, et vous aurez possibilité de revenir là-dessus, un peu je dirais, d'approfondir ce point. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, André? Tout le monde écoute, voilà, gentiment, Attentivement. donc il n'y a pas de Bon, questions pour l'instant. bon. Ok, il y a beaucoup de choses là, mais mon idée c'était de les parcourir et vous aurez, comme dit, vous aurez le support à vos dispositions pour les approfondir. Il y a un point que j'aimerais évoquer, c'est la dimension humaine. Et je ne vais pas non plus la détailler complètement parce que vous aurez ça, mais l'image, hein, je ne sais pas si vous connaissez cet excellent film de Charlie Chaplin, des temps modernes, mais si vous n'avez pas, je vous assure vraiment, même si c'est dans le noir et blanc, je vous invite à le regarder, c'est fascinant. Et si vous voulez, c'était l'illustration même. Là, il faut dire que c'était pas le robot qui était sorti de l'humain, c'est l'humain qui est devenu un robot. C'est ça que Charlie Chaplin, avec tout son talent, essayait de représenter. Où finalement, il était complètement pris dans ce taylorisme. Hein. Et c'était la représentation, ben, justement, au début du XXe siècle de l'industrie. Et c'est pas du tout vers ça qu'on veut aller. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut avoir un point où on a une bonne intégration une bonne réflexion entre les équipements, et là en l'occurrence c'est les équipements dans le domaine pharma, parce que c'est le domaine qui je connaissais, entre votre chaîne, votre flux de valeur, c'est-à-dire depuis les fournisseurs jusqu'à vos clients, vos métiers, vos fonctions, hein, comment j'organise mes métiers, c'est quoi les fonctions que j'ai en interne, et enfin votre système d'information intégré. D'accord? Et tout ça, il faut l'organiser pour l'orchestrer. Donc, le sujet, si vous voulez, s'il y a un slide à retenir, c'est peut-être celui-là. L'industrie 4.0, pour moi, c'est ça. C'est finalement comment accompagner, comment anticiper et accompagner la transformation industrielle des entreprises avec les personnes, les organisations, en s'appuyant sur les technologies pour permettre l'innovation. Voilà, si je devais résumer un point, c'est celui-ci, et donc d'intégrer tous ces aspects-là. Et donc, là encore, je me rends compte que le temps a déjà bien passé, 21 heures, mais rapidement, c'est une approche adaptée par rapport à l'innovation. Vous qui êtes dans l'IT, dans l'automatisme, et j'espère, enfin je pense que dans le cursus, vous allez certainement parler à un moment des approches agiles et autres, sachant que le problème, c'est pas la méthode, c'est pas l'outil, la caisse à outils, c'est l'état d'esprit, de dire d'avoir des approches agiles ou lean, c'est-à-dire de fonctionner par itération et entre chaque itération, de faire de l'amélioration continue pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a bien fait, comment on pourrait faire mieux. Donc, c'est d'avoir la bonne état d'esprit là-dessus. Le deuxième point très important, et là, votre rôle va être important, c'est pas un sujet technologique, donc il faut impliquer les personnes. Il faut impliquer les opérateurs. C'est pas quelque chose qui se décide dans les bureaux, qui s'impose en prod. Non, on implique les personnes. Ça vient du terrain. Et donc là, hein, c'est la fameuse équation, l'efficacité du changement, c'est la qualité. Multiplier un produit de l'acceptation. Donc, on est dans les maths de base. Hein. Donc, on est bien d'accord que s'il n'y a pas une acceptation de changement, si A tend vers 0, E tend vers 0. Donc, parfois, on s'évertue à être dans le détail des micro-détails de la technologie et on oublie complètement d'impliquer les gens. C'est la cata. Donc là, c'est très important de réfléchir à ça dans vos approches. Et là, il y a des techniques comme Kaizen et autres. Certains d'entre vous ont verront peut-être ça quand ils font du lean. Ça suppose la collaboration. Donc là encore, rien de plus terrible que d'être dans un fonctionnement, chacun fait son petit bout de travail et s'envoie des emails, versus être dans un mode collaboratif, un mode studio. Hein.
Donc ça suppose aussi d'arriver à faire dans ces démarches l'accompagnement du changement, comprendre où sont les changements majeurs, c'est quoi les changements qui vont avoir le plus d'impact et c'est qui l'audience. Est-ce que ça va concerner la logistique, la production? Est-ce que ça va concerner la qualité? Ah ok, donc c'est là qu'il faut travailler. Et donc à ce moment-là, travailler sur un plan de com. Et enfin, aussi travailler pour faire en sorte que les bonnes personnes, en fait, pour créer une dynamique positive, il faut que les gens se sentent responsables, impliqués, engagés, et pas subir le changement. Donc toute cette partie-là, ça vise à ces éléments-là. Et donc ça suppose aussi des nouveaux métiers qu'on a décliné là-dedans. Et là, vous avez un référentiel pour expliquer. Vous verrez, c'est un très bon document qui a été publié par l'APEC et le CESI a contribué, qui s'appelle, je crois que ça a été réactualisé d'ailleurs, les bâtiments et usines du futur, les métiers du futur. Vous verrez, il y a un peu une déclinaison d'un certain nombre de métiers, mais aussi les compétences requises. Et ça, je pense que c'est important aussi pour vous, en début de cursus, de réfléchir à quelles sont les compétences et dimensions que je dois acquérir et que je continuerai à développer. Vous arrêtez pas d'apprendre le jour où vous démarrez une entreprise. C'est peut-être là que vous allez réellement commencer à apprendre. Donc, enfin, ou continuer en tout cas à apprendre, pardon. Donc ça, c'est très important de toujours être dans cette veille. Voilà, ça c'est un peu l'élément, comme dit, je peux malheureusement pas le détailler plus sur les compétences et autres, mais c'est un point important aussi d'un point de vue accompagnement du changement. Et votre rôle d'ingénieur futur n'est pas simplement d'amener une expertise technique, c'est d'amener une expertise technique, d'amener aussi, en fait, c'est le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. C'est aussi d'amener la connaissance terrain, l'accompagnement, l'interaction avec les équipes. C'est tous ces éléments-là. Si on avait résumé ce slide, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un point, André? On arrive. Non, il n'y a toujours pas de questions, mais Ok, voilà. ok, parce que je me semblais avoir vu dans le chat un truc qui était apparu, mais bon. Ok, donc, pour illustrer mon propos, c'est finalement parler d'un retour d'expérience. Et là, en l'occurrence, donc c'était l'automatisation de bout en bout d'un flux logistique. Concrètement, c'est un site industriel 24 par 7. Bon, vous mentionnez, c'est clairement le site sur lequel je travaillais. Là, c'était avec mon rôle global, c'est-à-dire c'était le premier site, la mise en œuvre d'une solution logistique intégrée. Et si vous voulez, l'enjeu était le suivant, c'est des machines à très haute cadence qui font 400, c'est l'assemblage d'un stylo, c'est des stylos nationaux en l'occurrence, l'assemblage 400 par minute. Et donc, si vous voulez, c'est des pièces plastiques sont amenées dans les plateaux qu'il faut décharger avec des robots, qu'il faut alimenter la ligne, et ainsi de suite. Et grosso modo, pour une ligne, pour faire simple, vous avez environ une dizaine de palettes par heure. Ça, c'est une ligne. Si vous avez plusieurs, vous multipliez par le nombre de palettes qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Donc, je vous assure, à un moment donné, ça devient vraiment très complexe à organiser. C'était plusieurs dizaines de kilomètres qui étaient parcourus par les personnes. Ça devenait juste impossible. Donc là, en l'occurrence, le flux a été automatisé de bout en bout pour et synchroniser l'outil de production. C'est-à-dire concrètement, au fur et à mesure de l'avancement de l'outil de la production, le système de production prenait le système logistique sans intervention humaine de j'ai besoin d'une nouvelle palette de pièces en entrée, il faut que tu décharges cette palette et ainsi de suite. Vous voyez, donc tout ce flux était complètement orchestré. Donc ça a été un projet qui a duré, c'est comme si c'était une première plus de 2 ans, mais c'était vraiment, je dirais, un projet assez conséquent. Et la vision, on revient à la vision, était très simple. Entre le moment où une palette est déchargée au quai de réception et le moment où cette palette est amenée au pied de la ligne, il n'y a pas d'intervention humaine. Personne n'y touche. Et entre-temps, cette palette est amenée par des convoyeurs, par des AGV dans un magasin grande hauteur, stockée en automatique, elle est ramenée en ligne de production. Et c'était ça le concept, et au-delà du concept, c'est ce qui marche aujourd'hui. Et donc, c'est ça le projet. Donc là, je vous assure, ça suppose beaucoup de questions. Donc, bien sûr, ça nous a amené, alors ça aussi, c'est un élément que vous verrez peut-être dans votre cursus, parler d'urbanisation système d'information. Ça, c'est pas tout récent, mais ça reste une discipline importante. C'est finalement arriver à distinguer c'est quoi les processus, les process métiers et les fonctions. Donc, une représentation, on va dire, du pourquoi et du quoi, indépendamment du comment. C'est pas de commencer à parler, oui, ok, on va mettre ça en place avec la solution Tartampion. Non, dans un premier temps, comment je veux organiser ce flux logistique? C'est quoi les fonctions? Comment ça va marcher de bout en bout? Et après, ok, maintenant, quelle est l'architecture que je mets en place technologique pour y répondre? Ok. Et donc concrètement, ça veut dire aussi la vision haute, c'est la vision métier. Et là, vous avez besoin d'avoir des acteurs métiers qui arrivent à concevoir le flux logistique de bout en bout.
Et la vision basse, bah, ça représente à ça, hein. Là, c'est peut-être plus proche. Voilà, vous allez, là, c'est entre guillemets l'informaticien, enfin, le système d'information qui va dire, OK, j'ai un MES, j'ai un gestion de magasin, à ce niveau-là, je vais mettre en place l'interaction avec mon RGV. Vous voyez, donc c'est une décomposition technologique en support à ma vision métier. Et d'un point de vue plus concret, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, d'une part, il faut définir ses flux logiques et les cas d'usage. Donc, c'est un travail qui se fait de concert avec les représentants métiers ou outils. Il faut concevoir et construire des solutions, des interfaces. Il faut bien sûr mettre en œuvre les infrastructures informatiques de manière qualifiée, hein, donc tous ces éléments-là. Il faut installer, qualifier les équipements. Il faut valider, tester, former les utilisateurs. Et il faut faire la mise en route et l'accompagnement et l'industrialisation. Je disais souvent, le projet, il ne s'arrête pas le jour où je mets en production. Le projet, à la limite, il démarre le jour où je mets en production. Puisque l'objet ultime, c'est pas de juste de me mettre en production, c'est de faire en sorte qu'on atteigne les objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, il y a aussi un travail d'accompagnement, d'industrialisation pour la mise en œuvre de ça. Et donc, pour conclure, euh, donc, un peu les points clés, c'est l'industrie 4.0 va au-delà de l'industrie, va au-delà de l'usine, hein, parce qu'elle s'applique à l'ensemble des acteurs économiques et au tout dans l'échelle de valeur. Je pense que le point important, et le temps était un peu trop court, mais c'est pas limité aux grands groupes. C'est aussi des opportunités, et sans doute pour les ETI, les TPE, les PME. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais néanmoins, il faut cibler par rapport là, ça a du sens, et ça permet l'émergence de nouveaux métiers et de nouveaux modèles d'affaires. Donc là, c'est une énorme opportunité pour vous dans vos filières. Il y a vraiment, enfin, je pense qu'il y a vraiment une avenue devant vous par rapport aux métiers du futur et que vous aurez l'occasion de découvrir dans le support dont je vous parlais précédemment. Cette transition nécessite pour ça une collaboration étroite entre les directions, un fonctionnement transverse. Hier, j'ai accompagné un étudiant, il dit ouais, mais c'est très vertical. Et ça, c'est peut-être un problème un tout petit peu franco-français. Si, pour moi, on ne peut pas avoir une industrie du futur avec le fonctionnement du passé. Donc, il va falloir savoir déléguer, s'appuyer sur les autres. Donc, toutes les démarches de lean, d'excellence opérationnelle ont tout leur sens dans cette logique-là, hein. Donc, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Ok, il faut savoir aussi travailler dans son écosystème et comprendre où va l'industrie. Donc ça aussi, dans vos métiers futurs, restez toujours au courant de ce qui se passe dans votre industrie, dans votre secteur, pour être au courant et savoir qu'est-ce qui peut être pertinent pour vous. Et bien sûr, il faut aussi savoir s'appuyer sur les opportunités d'évolution de votre outil industriel, de votre outil informatique, pour faire les bons choix, de dire maintenant c'est l'occasion, est-ce qu'on franchit le palier? C'est peut-être là qu'il faut aller une étape plus loin dans nos démarches d'automatisation ou autre, hein. C'est un peu les opportunités. Et enfin, d'un point de vue plus, je dirais pour chacun et chacune d'entre vous, c'est que en tant qu'ingénieur, en tant que futur ingénieur, vous avez vraiment un rôle clé à jouer là-dedans. Et pour ça, la première chose, il faut être crédible, hein, il faut qu'on vous écoute. Et pour ça, il faut être fiable. Donc, n'oubliez jamais, hein, quand vous allez voir quelqu'un en production et qu'en attendant, il a un problème parce que sa ligne est arrêtée et qu'il y a un problème à régler, c'est pas la peine de nous parler de l'industrie du futur, hein. Il faut déjà régler son problème. Donc il faut être, il y a des fondamentaux qui ne changeront pas. Il faut déjà que l'outil que ce que vous amenez aujourd'hui fonctionne, que vous soyez fiable, crédible, que vous soyez aussi au courant de ce qui se passe dans l'industrie. Donc là, on va vous équiper. OK. Deuxième point, il faut savoir être innovant et capable d'adopter de nouvelles méthodes de travail, collaboratives, intégratives, et encore, ça va évoluer dans le temps. Donc, c'est aussi à un moment donné, il faut savoir bien faire ce qu'on sait bien faire, mais aussi savoir se remettre en question quand les choses changent. Plutôt que de dire, ouais, mais on a toujours fait comme ça. Et je vous assure, plus d'une fois, j'ai dit, oh, ben, ouais, c'est pas toujours évident de se remettre en question, mais il faut savoir le faire. Et enfin, et ça suppose de rester compétent dans son domaine métier. Dans les métiers, ce n'est pas un sujet technologique et finalement, il faut savoir apprendre tout au long de sa carrière euh, pour rester au fait d'où va l'industrie. Voilà un peu les éléments que je voulais partager ce matin. Donc je ne sais pas si entre-temps on a eu des questions, des commentaires. En tout cas, je vois que l'heure a filé très vite. Et alors, déjà, en fin de compte, donc si vous voulez poursuivre un petit peu, cette découverte de l'industrie 4.0 et des bouleversements qu'elle produit dans l'industrie, je viens de vous déposer dans le chat quelques vidéos avec quelques liens. Oui. Concernant la question, il y avait bien une question, en fin de compte. Donc, c'est Dalal Kiri qui pose la question: quelle est la place des enjeux environnementaux dans l'industrie du futur? C'est une très bonne, c'est un très bon point. C'est un sujet important. Et en tout cas, si vous voulez, la maîtrise énergétique, par exemple, d'abord, c'est un enjeu pour une entreprise
sociétal, c'est aussi un enjeu économique, hein. L'énergie, d'une certaine manière, heureusement, coûte de plus en plus cher. Et donc, là où dans les années 70-80, on ne se posait pas trop la question de l'énergie parce que ce n'était pas un souci, maintenant c'en est un. Et si vous voulez, par exemple, même quand vous avez un outil énergétique, enfin une centrale de production de vapeur ou autre qui est assez ancien, vous allez pouvoir mettre par exemple des capteurs intelligents pour comprendre comment fonctionne cette centrale, où sont les opportunités. Et il existe par des acteurs, et c'est très important, pour les PME, qui vont pas qui vont dire, écoutez, nous, on a une compétence dans l'optimisation énergétique, on peut vous accompagner. Donc, on peut mettre en place des capteurs chez vous, on va analyser les données, les big data, et on va faire des préconisations sur l'amélioration de votre outil. Et en fin de compte, on ne va pas vous demander de nous payer en amont. Le modèle d'affaires, hein, et ça je l'ai vu, c'est on se rétribue en pourcentage des économies que vous allez à faire. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est que finalement, la PME, plutôt que d'avoir à investir ou des moyens qu'elle n'a pas, dit, OK, finalement, moi, je vais gagner parce que dans le temps, j'aurai moins de consommation énergétique et en fin de compte, je vais pouvoir faire d'optimisation. Donc, c'est vraiment un élément important. Alors, dans l'autre sens, effectivement aussi, la question à se poser, c'est que, comme je vous disais, le digital n'est pas carbone free. Et donc, c'est aussi, il faut quand même réfléchir à tout ça, de dire, jusqu'à nouvel modèle, comment il y a une empreinte carbone liée au digital. Donc, il y a un peu les deux côtés. Mais globalement, le lean, l'optimisation de vos flux et autres, hein, le zéro déchet, si on produit moins de déchets, on jette moins de choses. Donc, le zéro déchet, l'optimisation énergétique, le fait de juste au premier coup, ben, tout ça va quand même dans un sens de meilleure utilisation des ressources naturelles. OK. Merci beaucoup Vincent, pour cette présentation, pour cette réponse aussi. Voilà, nous espérons en tout cas que cette conférence, permettra à chacun, en fin de compte, d'être dorénavant un peu plus préparé et plus attentif à tous ces changements qui transforment, actuellement l'industrie. Voilà, s'il y a plus de questions, bah, je vous propose, voilà, Et vous aurez le d'arrêter. PDF, hein, comme on disait, André, on mettra le PDF en ligne après la deuxième conférence, hein. Voilà, donc on vous communiquera en fin de compte par mail, le PDF. Et donc merci beaucoup à tous pour votre participation et encore donc une bonne journée. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.